Nous allons maintenant voir comment identifier et tracer les zones de supply en demande sur nos graphiques et comment les utiliser pour saisir des opportunités de haute qualité, en les combinant avec les autres concepts que nous avons déjà vus. Avant de commencer, si vous souhaitez recevoir le PDF contenant toutes les notions que nous allons aborder dans cette vidéo, suivez le lien dans la description. Nous avons également mis en place un programme complet qui vous permettra d'apprendre à trader dans les règles de l'art, à votre rythme, sans superflu, avec comme objectif ultime de devenir un trader financé par les propres firmes, avec un capital de trading pouvant atteindre 400 000 $, le tout sans aucun risque. Alors après avoir regardé cette vidéo, si vous voulez en savoir plus, suivez le lien dans la description. En tant que trader particulier, nous sommes parfois absorbés par notre analyse technique en regardant les graphiques pour certains toute la journée. Et nous pouvons être tentés de croire que tous ceux qui participent aux échanges ont les mêmes objectifs que nous. Mais lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on réfléchit, qu'on pense au flux d'ordre sur le marché, aux 7 000 milliards de dollars qui transitent sur le marché chaque jour, il est littéralement impossible pour un cerveau humain d'imaginer à quel point cette somme d'argent est énorme. Les grandes institutions qui représentent la majorité de ce flux d'ordre, leurs traders ne sont pas forcément assis devant un ordinateur en train d'analyser des graphiques à la recherche d'opportunités. Elles placent simplement leurs ordres sur le marché et ne font que faciliter les transactions. La plupart de ces grandes banques ne font que gérer les ordres qui leur parviennent pour faciliter les opérations, et ce pour des raisons variées. Vous avez également des algorithmes assez complexes qui placent continuellement des ordres sur le marché, que ce soit pour des raisons purement spéculatives ou même de la part des market makers, dont le travail est de fournir de la liquidité au marché. Il se passe donc beaucoup de choses derrière les graphiques, et nous n'avons certainement pas besoin de comprendre tous ces mécanismes compliqués. Mais ce que nous pouvons faire, c'est donner un sens à toutes ces interactions, à cette bataille entre l'offre et la demande, entre les acheteurs et les vendeurs, et nous pouvons le faire avec les graphiques en chandelier. La première étape consiste donc à comprendre ce qu'est un range. Sur un graphique, un range n'est qu'une consolidation ou une correction latérale. C'est lorsque le prix se déplace latéralement vers la droite du graphique, qu'il n'évolue pas vraiment dans une direction donnée et qui ne franchit pas le swing high ou le swing low. Il évolue donc entre deux niveaux. En quelque sorte, la tendance est en pause. Les acheteurs entrent sur le marché lorsque le prix se situe dans la zone discount et les vendeurs lorsque le prix se situe dans la zone premium. Les ranges peuvent évidemment être trouvés sur tous les time frames et parfois, vous devez sauter d'un time frame à l'autre pour voir plus clairement que le prix est en fait coincé dans un range. Les ranges indiquent généralement deux choses. La première est un volume élevé de transactions, c'est-à-dire que de nombreux ordres changent rapidement de main. Il est très probable que les grands acteurs commencent à accumuler les ordres à un prix convenable. C'est ce que les traders appellent souvent une accumulation ou une distribution d'ordres, ce qui signifie simplement que l'offre et la demande se changent assez rapidement. Mais ensuite, on assiste à une expansion rapide hors du range, soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction du côté qui gagne la bataille. Donc lorsque le marché estime que le prix est à sa juste valeur, les ordres peuvent être échangés à un rythme assez rapide. Et c'est à ce moment-là que l'on ne voit pas vraiment de mouvements significatifs sur le graphique. Mais lorsque survient un déséquilibre entre l'offre et la demande, et il finit toujours par se produire, c'est à ce moment-là que l'on voit le prix bouger rapidement dans une direction. Pourquoi? Parce qu'il cherche à requérir davantage d'ordre. Le prix doit chercher plus de liquidité pour combler ce déséquilibre et ramener le marché à un niveau d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Le prix formera alors un autre range, jusqu'à ce que le prochain déséquilibre se produise, ce qui amènera le prix à sortir de ce range et à chercher plus d'ordre pour combler ce déséquilibre. Le cycle que nous venons de décrire, le cycle du flux d'ordre et la relation entre l'offre et la demande représentent en fait le cœur du marché. L'autre chose qui peut former des ranges est un faible volume sur le marché. Ce qui est certain, un volume élevé et un volume faible seront très différents par nature. Et le fait que des ranges soient créés par ces deux contextes peut évidemment être un peu déroutant. L'un des moments où l'on voit le plus souvent un range, c'est vers la fin de la séance de New York, lorsque la séance se termine et que l'on passe à la séance asiatique, où les prix ont tendance à ralentir et à se consolider, parce que le volume du marché a tendance à être faible à ce moment-là. Il en va de même pour l'ensemble de la séance asiatique, où le volume est généralement plus faible par rapport à Londres ou à New York. L'Asie a donc tendance à être assez calme par rapport à d'autres sessions. Alors comment savoir si un range en dehors des séances est causé par un volume d'ordre élevé ou faible ou par les deux facteurs? Le moyen le plus simple de le déterminer est d'attendre de voir ce qui se passe après la création du range. Nous n'avons pas besoin de deviner.
Il suffit juste de patienter et ensuite, nous cherchons à voir si la sortie du range est rapide ou elle est plutôt timide. Parce qu'un mouvement rapide hors du range indique un volume élevé, ce qui implique qu'un grand nombre d'ordres a été échangé et qu'il s'agit probablement de grandes institutions, étant donné qu'il faut beaucoup d'argent pour faire bouger ces paires de devises, même d'un seul pip. Alors si nous voyons le prix sortir rapidement d'un range, cela nous donne notre premier indice qu'une grande institution est entrée sur le marché, ou peut-être plusieurs. Donc c'est ce qui a provoqué ces déséquilibres considérables entre l'offre et la demande, et qui a fait sortir le prix du range. Nous pouvons alors commencer à mettre en place une idée de trade lorsque nous voyons ce phénomène se produire sur le marché. Mais si vous voyez un mouvement plutôt calme, le prix s'éloignant simplement du range, cela signifie généralement que nous avons affaire à un volume faible et qu'il n'y a pas eu un véritable déséquilibre entre l'offre et la demande. Rappelez-vous, le but ultime de tout ceci est d'identifier les zones où les grandes institutions sont entrées sur le marché. Et nous voulons utiliser cela pour comprendre ce que le prix est susceptible de faire, car cela nous donne un autre contexte pour lire le flux d'ordre. Encore une fois, la sortie du range doit être significative pour montrer clairement que le marché est en train de vouloir bouger. Si le prix sort du range et retrace immédiatement après, cela peut être un indice d'un faible volume, mais pas toujours. Par conséquent, cette zone ne nous intéressera pas. Et aussi, nous ne cherchons pas à trader le mouvement initial, le breakout du range, mais nous attendons que le prix revienne dans la zone avant d'envisager un trade. La zone de demande créée par un range est donc lorsque nous voyons un range suivi d'une expansion rapide à la hausse. Nous attendons ensuite un retour dans cette zone de demande, ce qui nous permettra d'envisager un trade pour suivre le mouvement haussier qui est en cours sur le marché. Encore une fois, nous ne tradons pas la sortie initiale du range, car nous ne savons jamais avec certitude dans quelle direction le prix va casser le range. Nous attendons tranquillement que le marché nous montre sa main et nous indique la direction qu'il veut prendre. Pas besoin de deviner. Ensuite, nous attendons patiemment que le prix revienne dans cette zone de demande, puis nous commençons à chercher un point d'entrée. Il en va de même pour la zone de supply créée par un range. Nous voyons le prix sortir du range par le bas, ce qui indique clairement que dans ce cas, l'offre a réussi à écraser complètement la demande, provoquant ainsi un déséquilibre sur le marché. Nous attendons donc que le prix revienne dans la zone et là, nous pouvons commencer à chercher un point d'entrée short pour suivre le mouvement baissier en cours. Maintenant, le deuxième type de zone de supply en demande est la zone créée par un pivot. Alors dans le cas d'une zone de demande créée par un pivot, vous verrez une forte baisse suivie d'une impulsion rapide à la hausse, créant ainsi cette zone de demande qui va à présent être une zone d'intérêt pour nous. Nous attendons que le prix revienne dans cette zone de demande pivot pour prendre un trade long. Et dans le cas d'une zone de supply créée par un pivot, c'est la même chose, mais dans le sens opposé. Vous verrez une forte hausse suivie d'une impulsion rapide à la baisse, créant ainsi cette zone de supply qui va à présent être une zone d'intérêt pour nous. Nous attendons que le prix revienne dans cette zone de supply pivot pour prendre un trade short. Ces ranges et ces pivots sont l'empreinte des ordres institutionnels sur le marché qui nous montrent où ils sont entrés avec des ordres importants provoquant ainsi ces déséquilibres. Nous n'avons pas besoin de deviner. Nous attendons simplement que le breakout se produise pour créer ces zones de supply ou demande, puis nous attendons le retour dans la zone en question. Nous cherchons ensuite des entrées potentielles une fois que le prix atteint ce niveau, parce que la probabilité, pas une certitude, mais la probabilité que le prix réalise le même mouvement après avoir exécuté les ordres restants à ce niveau de prix est grande, et cela nous donne une excellente opportunité de surfer sur les entrées et sorties de ces grands fonds institutionnels qui provoquent ces énormes déséquilibres et donc ces énormes mouvements sur lesquels nous pouvons capitaliser. Nous aborderons bien sûr les entrées de façon beaucoup plus détaillée et la façon dont nous utilisons le time frame inférieur pour confirmer, affiner, etc. Mais pour l'instant, tout ce que je veux que vous compreniez et tout ce à quoi je veux que vous pensiez, c'est comment ces zones sont créées, comment elles se forment sur le marché et ce qu'elles représentent. Maintenant que vous comprenez comment ces zones sont créées, les zones créées par un range et les zones créées par un pivot, comment les identifier et les tracer sur nos graphiques. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez recevoir le PDF contenant toutes les notions que nous allons aborder dans cette vidéo, suivez le lien dans la description. Et aussi, nous avons également mis en place un programme complet qui vous permettra d'apprendre à trader dans les règles de l'art, à votre rythme, sans information inutile, avec comme objectif ultime de devenir un trader financé par les propres firmes, avec un capital de trading pouvant atteindre 400 000 $, le tout sans aucun risque. Alors si vous voulez en savoir plus, suivez le lien dans la description. Comme vous pouvez le voir ici avec les bougies,
Il s'agit d'une zone créée par un range. Nous traçons notre zone de manière à couvrir l'ensemble du range. Nous traçons donc simplement notre zone pour couvrir l'ensemble du range et nous allons du point le plus bas au point le plus haut du range avant que le prix ne casse brusquement le range. Et c'est exactement la même chose, qu'il s'agisse d'une zone de supply ou d'une zone de demande. Pour la zone de demande créée par un pivot, nous traçons la zone à partir des bougies baissières qui sont ensuite avalées par la bougie haussière qui annonce l'entrée des acheteurs sur le marché. C'est ce que nous appelons parfois le sell to buy. Pour la zone de supply créée par un pivot, nous traçons la zone à partir des bougies haussières qui sont ensuite avalées par la bougie baissière qui annonce l'entrée des vendeurs sur le marché. C'est ce que nous appelons parfois le buy to sell. Voilà donc à quoi ressemblent ces deux zones lorsque nous les traçons sur nos graphiques en chandelier. Qu'une zone soit une zone de supply ou une zone de demande, elle sera toujours déterminée par la direction dans laquelle le prix sortira du range. Donc si le prix sort du range ou du pivot vers le haut, cela est causé par la demande, ce qui nous donne une zone de demande. Et si le prix sort du range ou du pivot vers le bas, cela est dû à l'offre, ce qui nous donne une zone de supply. Mais ce qui détermine si ces zones sont des zones de continuation, c'est essentiellement la direction dans laquelle le prix s'est déplacé avant la création de la zone. Donc pour qu'une zone de demande soit une zone de continuation, le prix devrait être haussier et se déplacer à la hausse avant que la zone ne soit créée. Et lorsque le prix sort du range par le haut, il s'agit d'une continuation de la tendance haussière. Pour qu'une zone de supply soit une zone de continuation, le prix devrait être baissier et se déplacer à la baisse avant que la zone ne soit créée. Donc lorsque le prix sort du range par le bas, il s'agit simplement d'une continuation de la tendance baissière. C'est pareil pour les zones créées par un pivot. Donc pour qu'une zone soit considérée comme une zone de retournement, cela dépend uniquement de la direction dans laquelle le prix évoluait avant la création de la zone. Dans le cas de la zone de demande, si le prix était baissier et évoluait à la baisse, puis les acheteurs sont entrés sur le marché, provoquant un mouvement haussier. Il s'agit alors d'un retournement par rapport à la tendance baissière précédente. Cette zone de demande devient donc une zone de retournement. Donc dans le cas de l'offre, si le prix était haussier et évoluait à la hausse avant la formation du range ou du pivot, alors lorsque les vendeurs entrent sur le marché poussant le prix à la baisse, il s'agit d'un retournement de tendance par rapport au précédent mouvement haussier. Encore une fois, pour résumer rapidement les choses, nous avons deux principaux types de zones. Les zones de supply en demande créées par un range et les zones de supply en demande créées par un pivot. Le range et le pivot sont essentiellement les deux principaux types de zones. Mais une zone créée par un pivot peut également être juste une bougie. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle soit composée de plusieurs bougies. Et vous pouvez également avoir ce que l'on appelle fractal zone en anglais ou une zone fractale en français. Nous en reparlerons plus en détail dans quelques minutes. Cependant, il s'agit simplement d'affiner la bougie jusqu'à la mèche, car celle-ci sera une zone sur un time frame inférieur. Voici donc à quoi ressemblent ces quatre types de zones de supply dans le cadre d'une continuation de tendance. Et voici à quoi ressemblent ces quatre types de zones de supply dans le cadre d'un retournement de tendance. Il s'agit donc toujours d'une zone de supply quoi qu'il arrive, parce que le prix est sorti par le bas. Mais ce qui détermine s'il s'agit d'une continuation ou d'un retournement dépend encore une fois de la direction dans laquelle le prix évoluait avant la création de la zone. Nous avons donc vu à quoi pouvaient ressembler ces quatre zones, qu'il s'agisse d'un range entier avec plusieurs bougies ou d'un pivot avec juste quelques bougies ou une seule bougie. Et enfin, vous pouvez affiner votre zone pour prendre en compte uniquement la mèche. Mais aussi ces quatre zones peuvent également être affinées à partir d'un seul range. Donc si vous identifiez ce range à gauche de votre écran, vous pouvez tracer votre zone à partir du range entier en partant de la mèche la plus basse jusqu'à la mèche la plus haute du range. Mais vous pouvez aussi affiner ce même range jusqu'aux deux dernières bougies haussières avant la bougie d'avalement baissière. Vous pouvez ensuite prendre ce pivot et l'affiner encore davantage pour ne prendre en compte que la dernière bougie du pivot à l'intérieur du range. Et enfin, si vous voulez encore plus de précision, vous pouvez tracer la zone de supply à partir de la mèche de la dernière bougie haussière de ce pivot à l'intérieur du range. En allant de la gauche vers la droite, vous pouvez voir qu'il s'agit exactement du même exemple de price action, mais que vous avez affiné au fur et à mesure que vous vous déplaciez vers la droite. Alors pourquoi prenons-nous le temps d'affiner les zones de cette manière? Eh bien, tout est en rapport avec nos entrées. Nous allons parler des entrées de façon beaucoup plus approfondie dans les vidéos suivantes. Mais pour l'instant, nous pouvons commencer à examiner et à réfléchir à la manière dont nous utiliserons les zones de supply en demande pour placer et gérer nos entrées. Nous chercherons donc à toujours, peu importe les circonstances,
Placez notre stop loss au-dessus ou en dessous de la zone. Dans ce cas, comme il s'agit d'une zone de supply, nous nous attendons à ce que le prix reprenne sa tendance baissière lorsqu'il reviendra au niveau de la zone. Nous placerons donc notre stop au-dessus de la zone, au-dessus du point le plus élevé de ce range. S'il s'agit d'une zone de demande, nous placerons notre stop en dessous de la zone. C'est donc assez simple. Pour le positionnement du stop loss, il va toujours derrière la zone, ce qui est pratique et mécanique. Pour ce qui est de l'endroit où vous décidez de placer votre entrée, vous avez un peu plus de liberté et de choix. Cependant, vous pouvez chercher à entrer n'importe où au niveau de la zone, soit au début de la zone, soit à l'intérieur de celle-ci. Dans le premier point où vous pourriez chercher à entrer au niveau de la zone de supply est le début de la zone, comme le montre l'outil risque-récompense. Mais vous pouvez entrer n'importe où dans la zone, donc vous pouvez entrer plus haut. Mais encore une fois, je ne veux pas que vous pensiez à cela pour l'instant. Nous en reparlerons dans les vidéos suivantes. Donc pour cette vidéo, nous allons toujours chercher à entrer au début de la zone, c'est-à-dire au bord de la zone. Donc notre stop sera toujours derrière la zone et notre entrée sera toujours au début de la zone. Alors pour revenir à la raison pour laquelle nous voudrions potentiellement affiner notre zone en le transformant en pivot, en bougie ou encore en fractal, la raison, comme vous l'avez probablement déjà deviné, se résume au ratio risque-récompense. Si nous ajustons ce range pour n'avoir que le pivot, cela signifie que nous allons chercher à prendre notre position short un peu plus haut, à un meilleur prix, tout en gardant notre stop loss exactement au même endroit. Cela signifie que notre stop loss sera légèrement plus petit que si nous entrions sur l'ensemble du range. Donc en fin de compte, cela améliore notre ratio risque-récompense. L'ajustement suivant consiste à tracer la zone de supply à partir d'une seule bougie à l'intérieur de ce pivot. Et vous pouvez voir qu'une fois de plus, cela va améliorer le ratio risque-récompense du trade. Et enfin, en ajustant toute la zone de supply uniquement à la mèche, nous obtenons un ratio risque-récompense potentiellement encore plus élevé. Vous vous demandez sans doute que si l'ajustement fractal nous donne un meilleur ratio risque-récompense, pourquoi ne pas simplement tracer notre zone de cette façon? Pourquoi s'embêter à tracer une zone beaucoup plus large couvrant l'ensemble du range? Eh bien, pour être honnête, c'est une très bonne question. La raison est qu'il n'y a absolument aucune garantie que le prix va remonter jusqu'à ce point pour vous permettre de prendre votre position. Donc, plus vous affinez une zone, plus vous améliorez la précision de votre entrée, ce qui vous permet d'obtenir un meilleur retour sur investissement. Mais cela augmente également la probabilité que votre position ne soit pas exécutée et vous risquez de rater des opportunités par rapport à ceux qui n'ont pas ajusté leur zone. Évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Cela dépend entièrement de chaque trader. Vous devez choisir ce qui vous semble le plus pertinent, ce qui vous convient le mieux, ce qui correspond le plus à votre personnalité et en fin de compte, ce qui est le plus facile à gérer pour vous sur le plan psychologique. Nous allons maintenant examiner d'autres exemples de fractales que nous pouvons utiliser comme zone valide sur le marché. Nous avons donc une zone de supply créée par un range et une zone de supply créée par un pivot. Et jusqu'à présent, nous avons vu les choses sous l'angle d'un seul time frame. Maintenant, je veux que vous commenciez à penser à l'utilisation de plusieurs time frames et la façon dont ces différents time frames peuvent interagir entre eux lorsque nous sautons d'un time frame à l'autre. Si nous regardons la zone de supply créée par un range à gauche, supposons un instant qu'il s'agisse d'un graphique 1 heure. Nous traçons donc notre zone de supply sur l'ensemble du range sur le graphique 1 heure. À présent, imaginez ce que cela donnerait sur votre graphique si vous passiez au time frame 4 heures. Ces 4 bougies 1 heure sur lesquelles nous avons tracé le range, ces 4 bougies 1 heure formeront une seule bougie 4 heures. Donc si vous passez au time frame supérieur, au time frame 4 heures, vous verrez que cette zone de supply 1 heure créée par un range est en fait une zone de supply créée par un pivot sur le time frame 4 heures. C'est un peu complexe, mais vous pouvez voir que sur le 1 heure, vous avez 4 bougies. Et si vous passez au time frame 4 heures, cela deviendra une seule bougie 4 heures. Donc si vous voyez une zone créée par un range, au fur et à mesure que vous remontez les time frames, elle sera alors affinée à quelques bougies ou même à une seule bougie. Donc ce range du time frame inférieur sera très probablement juste une bougie du time frame supérieur. Les ranges et les pivots sont donc les deux principales manières de considérer les zones de supply en demande. Toutefois, nous pouvons anticiper et voir où une zone créée par un pivot ou un range peut se situer sur un time frame inférieur et nous pouvons parfois voir où il se situe sur un time frame supérieur. Ces trois illustrations sont donc des moyens de tracer les zones sur nos graphiques qui représentent des zones créées par des pivots et des ranges sur un time frame inférieur, sans même avoir à descendre et à visualiser le time frame inférieur en question. Alors le premier exemple ici est ce qu'on appelle une inside bar zone. Une inside bar est tout simplement une bougie qui ne casse ni le haut
ni le bas de la bougie précédente. Vous pouvez donc constater que dans ces deux exemples d'inside bar, que la bougie blanche ne casse ni le haut ni le bas de la bougie précédente. C'est pourquoi on l'appelle une inside bar, parce qu'elle se forme à l'intérieur du plus haut et du plus bas de la bougie précédente. Alors ce que cela signifie, c'est que lorsque l'inside bar se forme, cela se traduira par un range sur un time frame inférieur, parce qu'elle ne casse ni le plus haut ni le plus bas de la bougie précédente. Il s'agit donc d'un range entre les deux points, et c'est exactement ce que l'inside bar représente, un range sur un time frame inférieur. Donc lorsque le prix casse ce range avec la bougie suivante, nous aurons alors la création de notre zone, car il y a désormais un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs lorsque le prix sort de ce range sur le time frame inférieur. Mais nous pouvons voir tous les mouvements du time frame inférieur en comprenant simplement ce qu'est une inside bar. Une inside bar peut être baissière ou haussière. Cela n'a pas vraiment d'importance en termes de supply and demand. C'est pourquoi j'ai délibérément choisi la couleur blanche pour la bougie dans les deux exemples afin de clarifier ce point. Donc peu importe que la bougie soit haussière ou baissière, tout ce qui compte, c'est qu'elle ne casse pas le plus haut ou le plus bas de la bougie précédente. Et cela indique qu'il s'agit d'un range sur un time frame inférieur. Qu'est-ce qui détermine alors si cette inside bar est une zone de supply ou de demande? Ça n'a rien à voir avec la couleur de la bougie, qu'elle soit haussière ou baissière, mais plutôt avec ce qui va se passer après. Le prix casse-t-il le range du time frame inférieur par le haut? Si c'est le cas, cette inside bar est une zone de demande. Ou si le range du time frame inférieur est cassé par le bas, alors cette inside bar est une zone de supply. Donc lorsque vous regardez les fractales en général, si vous vous posez la question de savoir comment cette série de bougies se sont formées, cela devrait vous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer sur un time frame inférieur. Donc pour l'inside bar, vous pouvez voir que le prix s'est déplacé dans une direction, puis il a fait une pause. Il a échoué à casser le plus haut et le plus bas de la bougie précédente. Donc il est sûrement dans un range sur un time frame inférieur. Et ensuite, le prix casse avec la bougie suivante. Maintenant dans l'exemple suivant, nous avons ce qu'on appelle Sell to Buy Wicks et Buy to Sell Wicks. Bon, je ne vais pas essayer de traduire en français parce que ça n'aura aucun sens. Si nous regardons l'exemple du Sell to Buy Wicks en haut, il s'agit d'une zone de demande de continuation. Donc si nous nous demandons comment cette bougie se forme, eh bien, le prix était initialement haussier, donc il s'est déplacé vers le haut avec cette première bougie. Ensuite, vous pouvez voir que la bougie fait un léger pullback parce qu'elle laisse une petite mèche en haut. Et la bougie clôture là où le corps de la bougie se termine. Donc nous avons une bougie haussière. Mais la bougie suivante s'ouvre à l'endroit où la bougie précédente a clôturé. Puis le prix a continué à baisser légèrement. Il est donc toujours en train de baisser depuis la formation de la mèche initiale. Le prix monte ensuite et la deuxième bougie clôture avec un grand corps haussier. Ce qui vient de se passer, c'est que la tendance est clairement haussière, mais il y a eu un petit pullback entre ces deux bougies. Cela peut donc ressembler à quelque chose comme ceci sur un time frame inférieur, où on verrait une zone de demande pivot évidente. Disons que vous visualisez ces deux grandes bougies haussières dont nous venons de parler. Disons qu'elles se forment sur le graphique 4 heures, et que vous voyez ensuite ces Sell to Buy Wicks. Vous pouvez alors tracer une zone à partir de ces deux mèches, car il s'agira très probablement d'une zone de demande sur le graphique 1 heure, par exemple. Cette zone pourrait ressembler à une zone de demande pivot comme celle sur la droite, ou encore à un range comme sur la gauche. Donc peu importe qu'il s'agisse d'un range ou d'une zone pivot, tout ce qui compte c'est que ces mèches, ces Sell to Buy Wicks, ces mèches représentent une zone de demande sur un time frame inférieur. Donc si vous identifiez une zone d'un time frame inférieur qui est également visible sur un time frame supérieur, alors en théorie, cette zone devrait avoir un peu plus de poids. Donc disons que la zone du time frame inférieur était par exemple une zone du time frame 15 minutes, qui est maintenant également visible sur le time frame 4 heures, donc dans notre cas ici. Les zones du time frame inférieur ne seront pas toujours visibles sur le time frame supérieur, mais lorsque vous pouvez voir par exemple la zone du time frame 15 minutes sur le time frame 4 heures via la fractale, en théorie, cela devrait renforcer la résistance de cette zone. Et aussi tout ce dont nous venons de parler s'applique bien sûr aux zones de supply. Donc lorsque vous avez deux bougies baissières qui forment ensuite ces Buy to Sell Wicks, sur le time frame inférieur, ces mèches seront soit une zone de supply créée par un range, soit une zone de supply créée par un pivot. Enfin, notre dernier exemple est lorsque nous avons une longue mèche. Si vous souhaitez affiner davantage, afin de réduire la taille de votre zone pour accroître votre précision et votre ratio risque-récompense, vous pouvez simplement tracer la zone en prenant en compte uniquement la mèche, au lieu d'inclure le corps de la bougie. La raison pour laquelle nous faisons cela est que cette mèche contiendra une zone sur un time frame inférieur. Alors lorsque nous allons passer sur les graphiques pour commencer à tracer les zones de supply en demande, ces fractales peuvent être très utiles,
car elle nous permet de comprendre et de voir sur un time frame donné ce qui se passe sur un time frame inférieur, sans même avoir besoin de changer de time frame. Alors nous venons de voir comment les zones de supply and demand sont créées et comment nous les traçons sur les graphiques en chandelier. Toutefois, les zones de supply and demand sont littéralement partout. Donc si vous commencez à tracer toutes les zones sur votre graphique, ce sera un vrai bordel. Vous aurez des zones littéralement partout. Et il y aura des zones qui fonctionneront et d'autres qui ne fonctionneront pas vraiment. Chaque zone de supply and demand entraînera probablement un certain degré de réaction lorsque le prix reviendra dans cette zone. Vous verrez presque toujours le prix faire au moins une pause ou peut-être même faire un petit rebond. Et évidemment, dans certains cas, le prix traversera directement la zone. Ce que nous pouvons faire, c'est filtrer un grand nombre de ces zones qui ne valent pas la peine d'être tradées. Parce que nous ne voulons pas entrer en position et risquer notre capital durement gagné sur n'importe quelle zone. Ça, c'est pas du trading professionnel. C'est juste parier. Si vous voulez le faire, vous pouvez aller jouer au casino. Vous aurez probablement plus de chances de gagner. Mais nous sommes ici pour être des traders professionnels, pour développer et perfectionner nos compétences. Alors, il y a donc certaines confluences que nous pouvons chercher pour accroître la probabilité que les zones soient plus efficaces, ou du moins qu'elles provoquent un mouvement plus important. L'une d'entre elles que nous avons déjà explorée en profondeur est la structure du marché. Donc avec un peu de chance, vous devriez déjà être très familier avec cela maintenant. Nous avons donc vu comment nous pouvons utiliser la structure du marché pour déterminer efficacement la direction du prix, qu'il soit haussier ou baissier, qu'il s'agisse d'une impulsion ou d'un pullback. Et bien sûr, nous apportons une toute nouvelle dimension à cela en utilisant l'analyse multi-time frame pour examiner la structure du marché sur plusieurs time frames, afin de vraiment construire un récit. Donc la structure du marché est un outil très important que nous pouvons utiliser dans notre analyse pour nous aider à nous assurer que nous sommes du bon côté du marché. Cela augmentera la probabilité que les zones à partir desquelles nous cherchons à trader provoquent le type de mouvement important dans lequel nous voulons nous positionner. Donc la structure du marché nous aidera à gérer nos prévisions en ce qui concerne la distance que le prix pourrait parcourir à partir de cette zone avant de faire un pullback ou même de se retourner. Voilà pourquoi la structure du marché est roi. Nous avons aussi abordé le concept de premium et de discount. Cela nous aide essentiellement à déterminer si nous cherchons à trader à un prix avantageux. Et si nous prenons en compte l'offre et la demande, nous pouvons acheter au niveau des zones de demande au prix discount et vendre au niveau des zones de supply au prix premium afin d'accroître notre taux de réussite ainsi que notre ratio risque-récompense potentiel. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez recevoir le PDF contenant toutes les notions que nous avons abordées dans cette vidéo, suivez le lien dans la description. Et aussi, nous avons également mis en place un programme complet qui vous permettra d'apprendre à trader dans les règles de l'art, à votre rythme, sans information inutile, avec comme objectif ultime de devenir un trader financé par les propres firmes, avec un capital de trading pouvant atteindre 400 000 $, le tout sans aucun risque. Alors si vous voulez en savoir plus, suivez le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Vous serez ainsi informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.